Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc la dernière fois, je me suis arrêtée un peu en plein milieu je vous parlais de la structure hémisphérique du noyau. Donc je vais finir cette partie-là. Ensuite, je vais parler brièvement de la structure sismique du noyau liquide. Je n'en parlerai pas énormément parce qu'il y aura au moins un poster sur ce sujet au colloque du vendredi dans 15 jours. Et je vais donc, j'espère avoir le temps de vous parler au moins une bonne partie du cours de minéralogie du noyau. Donc, on a parlé de structure hémisphérique telle qu'elle est visible dans l'anisotropie de la graine. Et donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'une étude dans laquelle j'ai été impliquée moi-même, qui m'a convaincue que cette structure hémisphérique était effectivement dans la graine et pas autre part dans le manteau. Pour l'étudier, nous avons considéré une paire de phases, comme d'habitude. On prend des paires de phases sismiques qui ont des trajets très proches dans le manteau pour pouvoir s'affranchir de la structure hétérogène du manteau et aussi des incertitudes sur la source. Dans ce cas présent, on a pris l'onde réfléchie sur la graine, Pk petit ikp, et l'onde réfractée, donc qui passe un peu de temps à l'intérieur de la graine, Pk grand ikp, à des distances correspondant à des distances angulaires de 135 à 144 degrés, qui sont des distances où les deux phases ne se séparent vraiment que autour de l'ICB, de la limite noyau externe, noyau graine, mais elles sont quand même suffisamment séparées pour qu'on puisse regarder leur forme d'onde. Alors voilà des exemples de formes d'onde. Ici qu'on a utilisé, les données sont filtrées autour de 1 Hz et vous voyez ici en fonction à différentes distances mais toutes assez proches les unes des autres, entre 136 et 143 degrés, on voit d'abord l'onde PKP-DF qui arrive la première, elle se propage plus vite dans la graine, donc elle arrive la première, et ensuite l'onde réfléchie qui ici vous voyez il y a un petit saut, c'est parce qu'on a retourné la phase, on a retourné la polarité puisque la polarité de l'onde réfléchie est inverse de la polarité de l'onde réfractée. Pour pouvoir comparer les formes d'onde, on les inverse. Et donc dans cette étude, nous avons calculé à la fois les temps différentiels entre ces deux ondes, donc en fonction de la distance et de la position du point bas du ray, donc par cross-corrélation des deux phases, et donc comparé à un modèle de référence. Et nous avons aussi étudié leur rapport d'amplitude. Et donc voilà ce que ça donne. Je crois que j'en étais arrivée là. Donc en haut, vous avez une carte représentant les temps de parcours différentiels, les anomalies de temps de parcours différentiels entre ces deux phases, représentées au point bas du ray, donc au point de réflexion, disons, de la phase réfléchie. Et là, ce sont dans deux planches de distance, un peu plus courtes ici, 135 à 142, et un peu plus longues, entre 142 et 144 degrés. Les données que nous avons rassemblées, elles ont été sélectionnées de manière très soigneuse pour ne garder que les données de très bonne qualité, ce qui explique le fait qu'il y a très peu de données recueillies dans le deuxième domaine des distances épicentrales. Mais si on se concentre sur ce domaine-là, on voit des variations assez cohérentes entre ce qu'on appelle l'hémisphère est, donc entre 40 et environ 170 degrés de longitude est, et le reste de la Terre, le reste des longitudes, donc l'hémisphère ouest, avec des anomalies de l'ordre de plus ou moins 0,5 secondes. Donc une seconde de différence entre les trajets sur l'hémisphère ouest et les trajets sur l'hémisphère est. Donc il est difficile de concevoir que ces anomalies ont pu s'accumuler autre part que dans la graine, bien sûr en supposant que le noyau liquide est homogène. Mais en plus, il y a aussi on voit
se dessiner une relation assez similaire pour ce qui est de l'atténuation différentielle, donc qu'on détermine à partir du rapport d'amplitude. On voit également, alors ici c'est le logarithme du facteur de qualité, donc quand le facteur de qualité est faible, l'atténuation est plus forte. Donc on voit des atténuations plus fortes ici dans l'hémisphère est et des atténuations plus faibles dans l'hémisphère ouest. Alors on peut dessiner ça, donc ça c'est une façon géographique de le voir, mais on peut aussi le dessiner simplement en fonction de la distance. Alors ici, donc encore une fois, les résidus différentiels entre l'onde réfléchie et l'onde réfractée en fonction de la distance. Et on a marqué par différents symboles les trajets qui échantillonnent l'hémisphère est et ceux qui échantillonnent l'hémisphère ouest. Et vous voyez que du point de vue des temps de propagation, c'est vraiment très clair. Il y a une différence d'à peu près 1 seconde, indépendante de la distance, entre ces deux hémisphères, qu'on attribue donc à soit quelque chose qui se passe donc juste à la limite de l'ICB, soit juste au-dessus, soit juste en dessous. Comme on a aussi des variations dans l'atténuation, mais dans cette étude, on avait l'impression que quand la distance augmentait, les variations s'atténuaient entre les hémisphères, donc on arrivait à une certaine distance, donc à une certaine profondeur de pénétration dans la graine, les courbes se rejoignaient. Donc ça nous a amené à proposer un modèle de l'atténuation dans la graine, où quand on part ici, donc c'est la profondeur à l'intérieur de la graine, quand on est à la surface de la graine, donc à l'ICB, étant donné que l'atténuation est très faible, ou le facteur de qualité pratiquement infini dans le noyau externe, pour ce qui est des ondes, pour ce qui est de la compression, on doit passer rapidement d'un facteur de qualité très élevé à un facteur de qualité relativement faible à la traversée de l'ICB. Et les différences entre l'hémisphère est et l'hémisphère ouest s'expliquent par des variations avec la profondeur à l'intérieur de la graine qui ont une forme un peu différente. Et on a donc pensé, une façon d'expliquer ces différences entre la partie ouest et la partie est, c'est que près de la surface de la graine, on pense qu'il y a une région un peu assez poreuse, avec des inclusions liquides. Et donc on pourrait penser qu'il y a des différences entre cette porosité entre l'ouest et l'est. Et dans la partie ouest, on a une atténuation moins forte qui est connectée avec des vitesses plus faibles. Et donc on peut penser que dans cet hémisphère-là, les inclusions fluides seraient plus connectées que dans l'hémisphère est. C'est une interprétation possible. Alors, comment peut-on expliquer des variations latérales de cette sorte ? Il suffit en fait des variations de température très faibles pour les expliquer. Et la possibilité de ces variations de l'ordre du millième de degré pourrait suffire. Et la possibilité de ces variations latérales de température a été proposée sur la base d'effets thermiques dus aux hétérogénéités latérales à la CMB, donc, qui apporterait des contraintes sur les variations de température à la surface de la graine. Alors pour ça, il y a eu en particulier une expérience de laboratoire assez intéressante qui a été faite. Donc c'est donc un réservoir une demi-sphère en rotation, une demi-sphère transparente remplie d'eau, et donc en plexiglas. Et donc on l'a fait tourner à une vitesse constante de 206 rotations par minute. Et on pense que ce genre d'expérience, bien qu'elle n'ait pas tous les éléments n'y sont pas, mais en tout cas du point de vue de la convection dans le noyau liquide, elle permet de regarder la structure de manière peut-être plus réaliste que certains calculs numériques, en particulier parce que les calculs numériques n'arrivent pas
enfin ils arrivent de mieux en mieux, mais certainement à l'époque ils n'y arrivaient pas, à résoudre les couches très fines, les couches limites très fines qui existent à la CMB et aussi à la limite de la graine. Alors ce qu'ils ont fait ici, c'est simplement mettre une plaque chauffante à l'intérieur de cette demi-sphère sur un seul côté pour représenter des variations thermiques imposées par le manteau sur la CMB qui est représentée par la limite externe de cette sphère. Et donc ensuite, ils regardent ce qui se passe et ils s'aperçoivent qu'il y a que la convection dans le noyau est influencée par ces conditions thermiques à la surface extérieure. Et ici en particulier, donc, ce qu'ils regardent, c'est l'effet qu'on pourrait avoir dû aux zones de subduction. Si on admet que les zones de subduction plongent jusqu'au fond du manteau et restent jusqu'à ces profondeurs un peu plus froides que le manteau ambiant. Donc ça imposerait des conditions de variation latérale de température à la limite noyau-manteau qui, elle, impliquerait des variations de flux de chaleur. Parce que la limite noyau-manteau est en principe isotherme, mais suivant les différences de température, vous aurez plus ou moins de flux de chaleur traversant la limite noyau-manteau. Et donc ils ont vu se former un courant, comme un front chaud-froid qui a pris une forme spirale et qui a donc imposé une variation hémisphérique justement de la température à la limite de la graine. Alors bien sûr, c'est une expérience très simplifiée et puis on peut aussi ne pas être satisfait du fait qu'il n'y a qu'une seule plaque de subduction. En effet, il y a deux grandes régions de subduction dans le manteau et elles sont plus ou moins antipodales si on en croit les modèles tomographiques. Il y a donc des zones. En fait, il y a un anneau de vitesse rapide tout autour de la CMB sur le côté du manteau. Donc cette géométrie n'est sans doute pas complètement valable. En tout cas, disons pour conclure, cette étude de 2 ans qui vraiment ne se sépare que un tout petit peu autour de l'ICB est vraiment très convaincant pour dire qu'il y a des variations hémisphériques quelque part très près de la limite de la graine. Alors, revenons pour finir ce sujet de variation hémisphérique, revenons donc encore une fois au mode propre. Je vous ai donc expliqué plusieurs fois que pour les modes propres, ce qu'on regarde, on regarde les effets des variations latérales sur les fréquences des modes. Il y a un splitting, les raies sont écartées, les raies de chaque mode sont écartées. On les représente sous la forme de ces fonctions de splitting qui représentent l'effet intégré sur toute la profondeur en un point de la Terre de la structure sur un mode particulier, et que un des arguments les plus forts en faveur de l'anisotropie de la graine, c'est que les modes qui ont une sensibilité dans le noyau ont des fonctions de splitting qui ont une forme complètement différente, avec une structure zonale comme ceci, avec des calottes polaires et une bande équatoriale, comme ce mode ici, 6S3. Ici, on voit ça, c'est la fonction de sensibilité en fonction de la profondeur. Ici, c'est la CMB, donc il est très sensible à la structure du noyau externe et un peu à la structure de la graine, en particulier à la vitesse des ondes S dans la graine. Par contre, un mode du manteau a une structure très différente où on voit apparaître l'effet des vitesses rapides justement dans les zones de subduction. Donc encore une fois, les zones de subduction donnent plutôt des effets qui sont symétriques par rapport au centre de la Terre et on le retrouve très bien sur les modes. Mais cette façon de voir les modes, c'est une façon où on suppose que le mode est isolé dans le spectre, c'est-à-dire
on peut regarder le spectre d'un seul mode indépendamment de tous les autres modes. Or, parfois, les modes sont très proches les uns des autres, leurs fréquences sont très proches, et lorsque leurs fréquences sont très proches, il y a des effets de couplage qui font que les effets sont un peu plus compliqués. Alors, récemment, il y a une étude tout à fait originale qui a exploité cette possibilité de couplage de modes. Alors, ce qu'a fait Deuys et ses collaborateurs, ils ont cherché des modes du noyau, comme par exemple celui-ci, 16S5, qui est assez bien observé, à une période de 146 secondes, un facteur de qualité assez fort de 581. Donc ici, vous voyez comment est sa sensibilité en fonction de la profondeur. Bon, c'est représenté en fonction des fonctions propres, ce n'est pas exactement les noyaux, mais ça donne une idée. Et il se trouve que ce mode est en fréquence, du point de vue théorique, par exemple dans les calculs dans un modèle de référence comme PREM, très proche d'un autre mode, 17S4J, qui est un mode non observé, parce que c'est un mode dont tout le déplacement, toute la vibration est confinée à la graine. Donc vous voyez ici, la fonction propre, elle est nulle dans le noyau externe et dans le manteau. Par contre, donc il est très sensible à la structure de la graine. Alors, ce mode-là, on ne peut pas l'observer, mais comme il est très proche en période, ici 145,9 secondes comparé à 146,3, donc 0,4 secondes de différence sur 100, ça fait vraiment ça fait 4 millièmes de différence de période, c'est tout petit. Donc on peut penser qu'il peut influencer le mode observé, et donc qu'on va pouvoir observer cette influence. En plus, il y a des lois de sélection qui s'appliquent. Donc ces deux modes-là ont comme ordre angulaire 16 et 17, mais l'ordre radial 5 et 4. La différence des ordres radiaux étant impairs, ça implique que les termes de couplage entre ces modes vont être sensibles à la structure impaire, c'est-à-dire la structure qui n'est pas symétrique par rapport au centre de la Terre. Dans le cas d'un mode isolé, tout ce qu'on peut voir, c'est la structure symétrique par rapport au centre de la Terre, mais dans le cas de couplage, on peut arriver à extraire quelques informations sur la structure non symétrique, ce qu'on appelle la structure impaire. Alors, donc, ils ont fait ça et ils ont donc regardé un certain nombre de modes. Ils en ont 3 ou 4, je pense. Donc ici, c'est ce mode 16S5. Donc, ça, c'est la fonction de splitting observée si on ne tient pas compte du couplage. Donc, elle a cette forme symétrique avec ces deux calottes polaires comme caractéristique d'un mode du noyau. Et par contre, si on tient compte du couplage avec cet autre mode qu'on ne peut pas observer à la surface indépendamment, on obtient une fonction de splitting, la partie impaire de la fonction de splitting qui, elle, a cette forme-là. Vous voyez, elle est impaire, elle n'est pas symétrique par rapport au centre de la Terre. Alors, ils ont comparé ça avec des prédictions de modèles simples où l'anisotropie dans la graine qui aurait une structure en hémisphère, comme on l'a proposé à partir des mesures de temps de propagation des ondes PKP, donc les modèles hémisphériques dont j'ai parlé la dernière fois. Et donc voilà, donc ça c'est l'amplitude de l'anisotropie qui est très faible sur un hémisphère et plus forte sur l'autre hémisphère. Et donc, quand il compare avec les observations, il retrouve pour la partie symétrique quelque chose qui ressemble, qui est en bon accord avec les observations, et pour la partie antisymétrique, ils ont quelque chose d'un peu plus faible que l'observé, mais qui est assez cohérent avec les observations. Et parce que
le mode 17,4J auquel est due cette structure non symétrique est un mode du noyau, est un mode qui n'est pas sensible à la structure autre part que dans la graine. Ils en ont déduit que, effectivement, ces données pouvaient être expliquées par ce genre de modèle et qu'il y avait une partie donc de degré 1, une partie hémisphérique d'anisotropie dans la graine. Alors, ensuite, pour finir tout sur l'anisotropie dans la graine, donc cette idée que la graine est anisotrope, qu'il y a des variations avec la profondeur, qu'il y a des variations latérales, qui sont aussi associées avec des variations latérales de vitesse, comme on l'a vu par ce que je vous ai montré au début du cours. La situation se complique un peu. Alors pour finir, je voulais montrer une étude qui a essayé de faire un peu la synthèse de toutes ces observations, au moins toutes les observations à partir des ondes PKP, et qui s'est basée sur toutes les données mesurées au cours des dernières 15 années, donc des temps différentiels BC-DF et AB-DF. Alors toujours BC-DF pour s'affranchir de la structure du manteau et des effets de la source, en supposant que le noyau externe est homogène. Mais quand on veut aller aux grandes distances, aux distances antipodales, on ne peut plus utiliser l'onde BC qui finit par diffracter et disparaître à une certaine distance, autour de 150 degrés. Et par contre, l'onde PKP-AB est utilisée comme onde de référence, avec le petit problème, c'est qu'elle passe pas mal de temps dans cette zone très hétérogène du manteau, et donc elle peut être affectée par ces hétérogénéités-là. Donc je vais vous parler un peu ensuite. Alors, ce modèle tridimensionnel de l'anisotropie dans la graine, donc une collection globale de données, donc ils ont paramétrisé, donc c'est une étude de Sun et Song publiée en 2008, une paramétrisation en tenant compte de tout ce qu'on savait déjà depuis de toutes les études accumulées depuis 15 ans. Donc une partie centrale avec une anisotropie uniforme, mais pas nécessairement la même que dans la partie externe de la graine. Donc ils ont supposé un rayon de 300 km à cette partie centrale. Bon, on peut discuter. Certains de nos résultats tendent à montrer que le rayon de la partie centrale est peut-être un peu plus grand, de l'ordre de 500 km. Mais en tout cas, ça c'est ce qu'ils ont choisi. Et la partie externe, ils l'ont paramétrisée en profondeur d'une part, avec des fonctions spleen, et en longitude, avec 3 fonctions spleen pour tenir compte de la structure hémisphérique. Par contre, ils n'ont pas considéré de variation en latitude, alors que, bien sûr, on peut aussi supposer qu'il y en a, et certaines études le montrent. Et donc, ils ont inversé ces données pour les variations en profondeur des 3 paramètres de l'anisotropie. Encore une fois, j'avais montré cette équation, une équation similaire. La variation en fonction de l'angle que fait le trajet dans la graine par rapport à l'axe de rotation de la Terre, appelé xi. Donc xi égale 0, c'est pour les trajets polaires. Et donc il y a 3 paramètres qu'on appelle alpha, epsilon et gamma, et qui peuvent être reliés au tenseur élastique, aux éléments du tenseur élastique. Et donc voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc ici, ce qu'ils montrent, c'est en fonction de la profondeur, à différentes longitudes, 100 degrés est, 140 degrés ouest et 20 degrés ouest, les variations en profondeur des 3 paramètres. Alors, effectivement, d'abord, à la base de la graine, ils ont un seul modèle, un unique modèle. Ça, c'est parce qu'ils ont pris ça comme contrainte. Et on voit, par contre, on retrouve bien l'absence d'anisotropie dans l'hémisphère est, ici, avec tous les coefficients égaux à 0, plus ou moins égaux à 0, jusqu'à en fait une profondeur assez grande de 600 km. Et par contre, dans l'hémisphère ouest, on voit des variations et aussi quelques variations latérales. Et puis, il retrouve aussi la différence entre l'anisotropie dans la partie centrale de la graine et dans la partie externe. Il y a même dans l'hémisphère occidental, vous voyez que les valeurs des 3 coefficients changent, surtout pour ce qui est de gamma
et epsilon, par rapport à ce qu'ils sont dans le fond. Donc là, c'est simplement leurs données. Donc les losanges ici, c'est la moyenne des données. Et dans le fond, tous les points, c'est toutes les données qu'ils ont utilisées. Et les traits, le trait représente les prédictions de leur modèle. Et donc, ils trouvent que leur modèle colle bien et que la seule chose, c'est que peut-être alors oui, cet angle-là, ça n'est pas l'angle xi, c'est 90 degrés moins xi, c'est pour une raison que je ne m'explique pas, c'est l'angle du ray par rapport au plan équatorial. Donc ici, on arrive à des angles de 30 et 40 degrés, donc des trajets de plus en plus polaires, et on voit que leur modèle sous-estime les variations. Donc, ils disent que l'anisotropie dans le centre de la graine est encore plus forte que le modèle. Donc ça, c'est le dernier essai, à ma connaissance, de réconcilier toutes les données qui montrent des variations assez complexes dans la graine, avec donc des variations en profondeur, des variations hémisphériques et encore plus. Alors, donc ce modèle d'anisotropie dans la graine est devenu au cours du temps assez compliqué. Pour l'instant, on n'a pas une explication extrêmement cohérente de la raison pour laquelle on aurait ces variations de telle manière. Et il reste des questions. Il reste des questions en particulier parce que les modes qui montrent le plus de splitting, donc les rays les plus écartés, sont ceux qui sont sensibles à la partie supérieure de la graine, alors que les temps de propagation, si on regarde les temps de propagation à la surface de la graine, on a peu d'anisotropie, encore que dans ce modèle-ci, vous voyez, on le voit bien aussi, à la surface de la graine, les variations deviennent nulles par rapport... les variations anisotropes deviennent nulles, c'est par rapport à un modèle isotrope, je pense. Et donc là, il y a quand même encore des incohérences. Alors je voulais où placer ce signal si ce n'est dans la graine? Si ce n'est pas dans la graine, il est soit dans le manteau, soit dans le noyau externe. Alors bien sûr, on s'est penché sur la question depuis de nombreuses années, et je peux vous dire que le problème n'est pas encore tout à fait résolu. L'idée que c'est l'anisotropie dans la graine est quand même encore tout à fait l'idée la mieux reçue. Mais il y a quand même des choses étonnantes. Ici, c'est une étude qu'on avait faite avec un de mes étudiants, où on avait regardé les données AB-DF. Alors bien sûr, AB est affecté pas mal par le manteau, à la base du manteau, mais ce qu'on avait montré ici, donc c'est deux dessins, ici à gauche en fonction de la distance épicentrale, donc les résidus des temps AB-DF, et ici en fonction de l'angle par rapport à l'axe de rotation de la Terre, donc 20 des trajets quasi polaires et 80 des trajets presque parallèles à l'équateur. Et donc on voit ici en fonction de la distance, on voit ici en fonction de l'angle, et la courbe ici, c'est le meilleur fit parabolique, qui est ce qu'on pourrait, à quoi on pourrait s'attendre, une parabole en cosinus carré xi, dans le cas d'un modèle d'anisotropie de la graine. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que on a considéré les effets du manteau, et qu'en modifiant des modèles tomographiques qui existaient à l'époque, en 2000, d'une certaine manière que je vais vous montrer, en corrigeant pour tel modèle, donc le modèle tomographique corrigé, on va l'appeler MMM, on voit qu'on arrive à s'affranchir pratiquement de toute cette dépendance avec l'angle xi, sauf peut-être certains points qui restent ici, mais qui sont ces points associés au trajet des îles South Sandwich à l'Alaska, que je vous ai montré qu'ils étaient particulièrement anormaux. Oui, vous avez des anomalies très fortes. Alors, quel est ce modèle ? Donc, on prend un modèle tomographique. À l'époque, c'était un modèle qui avait été un modèle global des ondes S de Grant, 1999.
Et on avait supposé une relation simple, sans doute pas valable dans tout le manteau, mais bon, pour donner une idée, dans le rapport des variations latérales des vitesses en onde S et des variations latérales en onde P de 2, pour pouvoir convertir ce modèle S en modèle P. Pourquoi prendre un modèle S et pas un modèle P? Parce que les modèles S sont des modèles de grande longueur d'onde, mais qui ont une résolution plus ou moins uniforme sur toute la Terre. Or, les modèles basés sur les ondes P souffrent de manque d'échantillonnage, en particulier dans les océans, et donc ils donnent des résultats très bien contraints dans les zones de subduction et certaines zones continentales, mais pas pour ce qui est de la structure de grande longueur d'onde dans toute la Terre. Et alors, ce qu'on a fait, c'est simplement... on sait aussi que les modèles tomographiques sous-estiment les hétérogénéités latérales dans le manteau, parce qu'il y a un processus d'inversion pour les construire, et que dans ce processus d'inversion, on introduit du damping, c'est-à-dire on est obligé d'atténuer, d'introduire dans le processus inverse, d'ajouter quelque chose à la diagonale de la matrice pour la rendre inversible. Ceci à cause du fait que l'échantillonnage de la Terre n'est pas parfait par les ondes. Et donc on perd des amplitudes. On peut montrer qu'on ne perd pas tellement la forme des hétérogénéités, mais on perd leur amplitude. Alors, suivant cette idée, on a saturé les régions lentes à toutes les régions lentes qui sont plus lentes que la moyenne de moins de 2%, on les a saturées à 2%. Et donc ça donne ce modèle avec donc des anomalies lentes ici saturées à 2%. On reconnaît, pour ceux qui connaissent les modèles du manteau, à la base du manteau, donc là c'est simplement saturé dans le manteau inférieur. On reconnaît la superplume de l'Afrique et la superplume du Pacifique, avec la zone de vitesse rapide entre les deux, qui est peut-être le cimetière des zones de subduction. À ça, on a ajouté des régions qu'on appelle les ULVZ, c'est les Ultra Low Velocity Zones. Ce sont des régions qui ont été détectées en certains endroits près de la limite noyau-manteau, et où la dépression en vitesse des ondes P est énorme, de l'ordre de 10%, de 10% en moins. Et donc, on a mis comme ça pour voir des régions du LVZ. Elles ne sont pas très précises, mais c'est simplement un exercice qu'on a voulu faire, basé sur les observations qui étaient accessibles à l'époque. Et donc ensuite, on observe, ici, ce sont des trajets polaires entre les îles South Sandwich et des stations en Eurasie, dans le nord de l'Eurasie, à Norilsk, Semchan, Yakoutsk, donc en Sibérie. Et ce qu'on voit ici, c'est le point d'entrée de l'onde DF dans le noyau, donc à la CMB, et les losanges, c'est le point d'entrée de la phase AB. Et donc, toute cette zone-là, entre les deux, c'est une zone qui a été échantillonnée par la phase AB dans le manteau profond. Donc, en particulier, on voit qu'elle a pu être affectée énormément par ces structures lentes. Et donc, ici, on compare les prédictions de divers modèles sur les données des îles South Sandwich, donc données par les losanges, en fonction de l'azimut par rapport à la source, donc on tourne autour de la source, on regarde toutes les données, et aussi en fonction de l'angle par rapport à l'axe de rotation. Et alors on compare les prédictions du modèle d'origine, donc non saturé, et qui sont ici les triangles. Vous voyez qu'un modèle tomographique simple n'arrive pas à expliquer la variabilité dans les données, ni les grandes tendances. Mais un modèle d'anisotropie, celui de Krieger de 1999, qui pourtant est assez fort, il a 3,5% de vitesse, d'anisotropie, et on voit qu'en fait, il n'explique pas très bien, encore moins les données,
que ce modèle tomographique qui au moins a un peu de variabilité à un azimut donné ou à un angle donné. Par contre, le modèle MMM, qui pourtant n'est pas un vrai modèle, hein, c'est un modèle un peu synthétique, basé sur un vrai modèle tomographique, mais avec on lui a donné quelques coups de pouce, sans vraiment essayer de fitter les données. On a fait ça indépendamment, mais il arrive beaucoup mieux que ces autres modèles. On voit à la fois les variations de grande longueur d'onde et les variations de courte longueur d'onde, de la dispersion des données de courte longueur d'onde. Donc ça nous a fait penser que quand même l'effet des secondes pouvait être très important, et on le voit ici. Donc ça c'est en coupe maintenant en fonction de la profondeur. Les East South Sandwich à la station Norilsk et les East South Sandwich à la station de Simchan, donc toutes les deux donc c'est des coupes suivant les grands cercles. On voit les trajets des ondes DF, BC et AB, donc aplaties dans cette projection, et on voit les différences, comment elles sont affectées différemment par les structures. Et ça, c'est dans le modèle tomographique original, et ça, c'est dans le modèle tomographique saturé, où on voit bien que même l'onde BC, si les bords de ces anomalies sont assez rapides, ont des gradients très forts, les bords, ce qui a été d'ailleurs démontré plus tard dans les études au cours de 2005-2006, donc après cette étude, on peut voir que les temps différentiels pourraient être affectés, et dans certains cas aussi l'onde DF. Une autre observation, donc ça c'est, si vous voulez, c'est une étude simplement un peu pour, disons, mettre un peu de controverse dans le problème, puisqu'on s'intéresse à ça. Bien sûr, on a toujours du mal quand même à expliquer les données DF absolues, parce que même saturé à 2% sur une certaine profondeur, en admettant que la géométrie soit très bonne, on n'arrive pas à expliquer 4 ou 5 secondes de différence sur l'onde DF. Donc il y a quand même pas, ça ne suffit pas pour expliquer les observations. Il y a une autre observation dérangeante. Ici, en fonction de l'angle xi, c'est donc une étude basée sur les données globales aussi, mais cette fois-ci de bulletins. On a regardé BC-DF, les résidus BC-DF, en une station donnée, en fonction de l'angle, donc divers séismes, et les tendances, donc en fonction de l'angle. Donc on voit ici les tendances à une station ici en noir, à une autre station en mauve, à une autre station en jaune. Par contre, ce à quoi on s'attend pour un modèle d'anisotropie relativement simple, c'est ces lignes droites ici ou presque droites, ici pour un modèle d'anisotropie faible, ici pour un modèle d'anisotropie plus forte. Donc clairement, il y a une complexité qu'on ne peut pas vraiment bien expliquer par ce modèle. Donc cette étude date déjà de plus de 10 ans. Il faudrait bien sûr reprendre ça en regardant le modèle d'anisotropie à 3 dimensions de Sun pour voir s'il permet d'expliquer ce genre de tendance. Mais il y a encore une dernière observation un peu dérangeante. L'onde PKP donc, va d'une source à une station et traverse la graine une fois, mais il y a une autre onde qui est l'onde PKP-PKP, qu'on peut appeler P'-P', qui, elle, a une première branche comme PKP, mais elle se réfléchit à la surface de la Terre et repart dans l'autre sens pour arriver à une station à une distance relativement faible, de l'ordre de, disons, 70 degrés par là. Et on peut aussi observer ces ondes, elles sont bien sûr de relativement faible amplitude, donc il faut utiliser des techniques de stacking pour mieux les voir, mais on arrive à observer les 3 branches, les branches DF qui passent dans la graine, la branche BC qui passe juste à l'extérieur et la branche AB qui se propage un peu plus vers le milieu du noyau externe. Donc on avait regardé certains trajets polaires, et alors on pourrait s'attendre à ce que si effectivement les trajets polaires correspondent à des vitesses supérieures aux trajets équatoriaux, correspondant à en moyenne une anisotropie de quelques pourcents, si on observe des trajets polaires avec cette onde-là,
l'effet serait doublé, ou certainement amplifié si la géométrie est bonne. Et donc on a trouvé quelques données qui pouvaient convenir, des données de séismes observés en Alaska, des séismes de l'Alaska observés dans un réseau en Norvège, Norsar, un de ces réseaux qui servent à la surveillance des explosions nucléaires, et aussi quelques autres observations à des stations particulières. Et voilà donc ici, c'est simplement pour montrer comment on détecte et on mesure ces ondes d'amplitude relativement faible. Ici, donc, c'est un vespagramme avec ici la lenteur relative par rapport à la lenteur qu'on pourrait, la lenteur théorique de l'onde P', et on voit l'énergie correspondant à ces trois branches de la phase P'. Donc on peut mesurer leur temps d'arrivée avec une petite erreur, mais de manière quand même relativement précise. Et voilà ce qu'on voit. Donc ici, on a la mesure de l'onde df, donc le temps de parcours df absolu. Donc c'est le résidu par rapport au modèle de référence. Donc un modèle de référence 1D, ça doit être AK135, qui est le meilleur modèle pour ce genre d'études. Ici, c'est BC-DF et ici AB-DF. Les observations sont les losanges avec les barres d'erreur, vous voyez les barres d'erreur relativement grandes, et qu'on sont comparées, mais vous voyez que les observations n'ont pas des anomalies énormes, hein, ça tourne autour de 0 à plus ou moins 2 secondes, peut-être moins, alors que les prédictions d'un modèle avec seulement 1% d'anisotropie, ici ce sont les cercles, et avec 3% d'anisotropie, ce sont les triangles, donneraient des valeurs de résidus beaucoup plus grandes. On ne les observe pas du tout. Donc ça, c'est des données qui restent à expliquer dans le cadre d'un modèle d'anisotropie de la graine. Donc, je vous ai dit, on peut le mettre dans le manteau, mais peut-être on peut aussi le mettre dans le noyau externe, bien que ce soit un peu une idée hérétique. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Alors ici, nous avons sur la gauche les résidus df-AB, df-BC, donc c'est renversé maintenant. D'habitude, on montre BC-DF et AB-DF, mais l'essentiel, c'est de voir la différence. On voit bien la différence hémisphérique. Ici, ils sont dessinés au point bas du ray, donc au point le plus bas qui est dans la graine. Donc c'est une façon de les représenter quand on pense que l'effet est effectivement dans la graine. Et on voit bien cette variation hémisphérique avec un hémisphère lent et un hémisphère rapide. Ça se voit très très bien dans les résidus de la phase DF absolue, mais aussi dans les autres. Et par contre, on peut aussi représenter les mêmes données sous une projection différente en représentant les résidus au point d'entrée dans le noyau. Alors quand on fait ça, on a bien sûr deux façons de le représenter, soit au pôle nord, soit au pôle sud, puisqu'il y a une entrée et une sortie du ray. Si on se concentre sur le pôle nord, on trouve une distribution de cette sorte. Ici, c'est par rapport au pôle sud, je pense. Ah non, pardon, c'est toujours au pôle nord, mais ici c'est DF absolu, ici c'est DF moins AB. Et vous voyez apparaître quelque chose qui ressemble à une calotte polaire. Alors, donc ça fait penser que, éventuellement, si c'était admissible, on pourrait peut-être chercher des modèles qui donneraient ce genre de géométrie. Et donc on pense à deux modèles possibles, soit des calottes polaires, avec sans doute près de la limite de la CMB, soit une hétérogénéité qui serait confinée dans le cylindre tangent à la graine. Alors le cylindre tangent à la graine, pourquoi on pense au cylindre tangent à la graine ? C'est que les modèles d'écoulement dans le noyau, en fait, font apparaître trois régions dans le noyau. Une région externe au cylindre tangent, donc le cylindre tangent qui est défini
en fonction de... Ces côtés sont parallèles à l'axe de rotation de la Terre. Et donc, on voit une circulation en général différente dans la partie externe, au cylindre tangent, et dans la partie interne, et on peut distinguer la partie nord et la partie sud du cylindre tangent. Tout ça, c'est dû au fait que cette circulation dans le noyau externe est influencée par la rotation de la Terre, et la vorticité de l'écoulement s'aligne avec l'axe de rotation. Et d'après un théorème de Proudman-Taylor, l'écoulement devient en fait presque un écoulement 2D, et donc on a cette division. Et ceci est bien observé expérimentalement et dans les simulations numériques. Je vais vous montrer une expérience faite par Ornou et ses collaborateurs, donc une expérience donc de laboratoire, où ils ont considéré de nouveau un hémisphère en plexiglas avec de l'eau, et donc en simulant, donc ça serait la CMB. Tout ça, il y a un grand cylindre qui tourne, et qui tourne autour d'un axe, et il simule le cylindre tangent ou l'effet de la graine par une plaque de cuivre qu'on peut aussi chauffer. Et donc, disons, la partie réaliste, c'est que le rapport entre le rayon de cette partie, de cette plaque chauffante ici, et de la partie externe de l'hémisphère est dans le même rapport que pour ce qui est des rayons de la graine et de la CMB. Donc voilà ce qu'ils observent. Ils observent au bout d'un certain temps, quand ils font tourner, qu'ils font chauffer, en particulier à l'intérieur du cylindre tangent. Donc c'est visualisé parce qu'ils ont mis un colorant à l'intérieur. Ils voient se développer des colonnes comme ça hélicoïdales, comme on pourrait le prédire par la théorie. Et par exemple ici, peu après le début de la convection, on voit apparaître des panaches comme ça hélicoïdaux, et ici on les voit du dessus. Il y a un grand nombre qui sont donc à l'intérieur, qu'on voit donc à l'intérieur du cylindre tangent, et on voit très peu d'échanges de matière entre l'intérieur et l'extérieur. Alors bien sûr, tout ça c'est intéressant, mais les dynamiciens nous disent très bien, mais vous pouvez voir ça, mais ça n'implique pas qu'il y a des variations de densité. Or, si on voit des variations de vitesse, elles doivent être associées à des variations de densité, sauf si les variations de vitesse sont dues uniquement à de l'anisotropie dans le noyau externe, par exemple de l'anisotropie, un alignement des cristaux légers dans le cylindre tangent qui ne serait pas suffisamment, nombreux pour créer une anomalie de masse, mais qui pourrait affecter les vitesses. Je voulais, avant de regarder de plus près cette hypothèse, je voulais simplement montrer que, en fait, l'écoulement à la surface du noyau, non seulement on voit ces formes donc hélicoïdales, non seulement dans les expériences numériques, dans les expériences de laboratoire, mais aussi à partir des mesures du champ magnétique. Donc ici, c'est sur une vingtaine d'années, à partir des données de satellites de Ørsted et Maxat, on voit l'écoulement est montré par les flèches, et les couleurs correspondent à un scalaire correspondant au flux toroïdal. Simplement, je voulais le montrer pour montrer qu'il y a ces espèces d'hélices qui manifestent un écoulement hélicoïdal. Alors, nous avons été un peu plus loin pour regarder cette possibilité d'effet de cylindre tangent. Et alors ici, on a construit un modèle. Ici, ce sont
les données observées donc de résidus BC-DF en fonction de l'angle par rapport à l'axe de rotation. Et on voit cette augmentation du résidu en fonction quand l'angle diminue, mais il a une structure un peu particulière, on dirait plutôt un L, et donc un peu dominé par les données de South Sandwich, mais il n'y a pas que les données de South Sandwich qui contribuent ici. Et si on suppose une structure soit en calotte polaire, soit avec une variation de vitesse uniforme de plus 1%, donc plus rapide dans le cylindre tangent qu'à l'extérieur, on arrive à reproduire non seulement les tendances, mais aussi, ce qui est peut-être plus intéressant, la dispersion ici aux angles équatoriaux, qui correspondrait à la différence entre les trajets qui sont équatoriaux, mais qui traversent le cylindre tangent par le nord ou par le sud, et ceux qui sont dans le plan équatorial, qui ne traversent pas du tout le cylindre tangent. Et pour faire coller avec les données encore un peu mieux, on a besoin d'incliner un peu l'axe de ces cylindres tangents. Donc voilà une possibilité qui a été extrêmement peu bien reçue, malgré le fait que la correspondance avec les données est assez frappante. Alors, ensuite, bien sûr, les gens se sont attachés à voir s'ils pouvaient montrer qu'effectivement il y avait de la structure dans le cylindre tangent. Donc, encore une fois, je rappelle, c'est difficile d'expliquer 1% d'anomalie de vitesse dans le noyau externe, sachant qu'en principe, du point de vue dynamique, il ne peut y avoir des variations de densité plus grandes que moins de 10 puissance moins 3, moins 4, ou certains 10 puissance moins 9. Alors, Annie Souriau, en 2003, s'est fait un test de ce modèle avec structure dans le cylindre tangent, et elle a étudié deux types d'ondes, les PKP-BC, qui donc ne traversent pas la graine, donc les temps absolus PKP-BC, et aussi les ondes NKS, SKKS et SKKKS, qui, elles, se réfléchissent plusieurs fois près de la surface près de la CMB, et qui, s'il y avait des différences entre le cylindre tangent et l'extérieur, devraient les voir. Alors, je vous le dis rapidement, elles n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, elle n'a rien vu. Donc ici, elle regarde en fonction du temps du trajet du temps passé par le ray dans le cylindre tangent et la perturbation de vitesse qui devrait être mise pour expliquer les données. Et vous voyez qu'il n'y a aucune variation avec le temps passé dans le cylindre tangent, alors qu'on s'attendrait à une tendance avec plus d'anomalies ou plus de variation de vitesse pour les trajets qui passent plus de temps dans le cylindre tangent. Et donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas. Alors, elle avait pensé que ça pourrait être de l'anisotropie détectable dans le cylindre tangent, mais ceci n'est pas le cas. Et donc, pareil pour les ondes SNKS, S3KS moins S2KS, en fonction on s'attendrait, s'il y avait un effet du cylindre tangent, à voir une variation avec la latitude. Donc ici, c'est ce dessin-là qui montre le résidu de toutes les données. Alors là, il y a des données récentes et des données anciennes, c'est pour ça qu'il y a des symboles différents. Et la moyenne des symboles montre qu'il n'y a aucune variation détectable avec la latitude, donc sans doute pas d'effet. Voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps passe vite. Il y a encore d'autres façons de regarder ça. On revient toujours au mode. Et pour on avait essayé aussi de voir si des modèles avec de la structure dans le noyau externe pouvaient expliquer les données de mode. Alors, on avait séparé les modes en trois types, les modes du manteau, les modes du noyau liquide et les modes de la graine. Et ici, ce que vous voyez ici, c'est le coefficient C20, c'est ce coefficient zonal dans les fonctions de splitting, le coefficient principal de degré 2, qui donne ces calottes rapides. En fonction du mode,
Donc ça, c'est l'énumération des modes, c'est illisible, mais ça ne fait rien. Et donc on voit des variations par rapport à un modèle donc 1D. On voit des variations dont l'essentiel est dû à la structure du manteau. On voit les prédictions d'un modèle du manteau de l'époque, qui était un de nos modèles. On voit les données sont des données de différents groupes avec des symboles différents, mais le modèle du manteau, ce sont les losanges. Et vous voyez que les prédictions du losange expliquent pas mal les variations de ce coefficient en fonction des modes du manteau. Par contre, il y a quelques petites différences parce que le modèle n'est pas parfait, mais en général, ça suit bien. Par contre, pour ce qui est des modes sensibles au noyau, on voit que le modèle du manteau n'explique pas le splitting en C2,0, le coefficient de splitting de C2,0 des données. Et en particulier, il y a un mode ici qui a un splitting énorme, qui est 3S2, qui est le mode qui pose le plus de problèmes. Et donc, comment expliquer ceci, si ce n'est par un modèle du manteau? Vous pouvez bien concevoir que si on renforce le modèle du manteau de manière à expliquer ces données-là, on va détruire le bon fit avec les modes du manteau. C'est ce que j'avais déjà expliqué précédemment. Donc ça, c'est simplement pour montrer les différentes classes de modes, les modes du manteau qui n'ont pratiquement pas de sensibilité dans le noyau, il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et puis deux classes de modes, les modes surtout sensibles à la structure du noyau externe et ceux qui ont une sensibilité très grande à la graine qui est marquée ici en dessous du trait rouge, c'est la graine. C'est en fonction du rayon ici, donc le trait rouge c'est l'ICB et le trait gris c'est la CMB. Donc on voit un mode du manteau, pas de sensibilité ici au-delà de la CMB, mode du noyau externe surtout concentré dans le noyau externe et mode de la graine ici. Bon, donc on a regardé plusieurs modèles, je vous donne simplement les résultats des modèles qui ont une structure dans le manteau et ensuite on rajoute des couches en partant de la CMB dans le noyau externe et ensuite aussi on part du noyau de la graine en rajoutant des couches vers l'extérieur du noyau externe et on compare ça à des modèles, donc tout ce qui est en rouge ici, c'est modèle du manteau plus structure dans le noyau externe, et on compare ça à 3 modèles où on a admis d'anisotropie dans la graine, mais pas de structure dans le noyau externe. Ici, ce sont les réductions de variance, alors pour différents types de modes. Ici, ce sont les modes, je ne vois pas, ce sont les modes du noyau externe, les modes du noyau de la graine, mais sans ce mode 3S2 qui est très splitté, avec le mode 3S2. Ici, tous les modes, avec les modes du manteau, etc. Il y a plusieurs classes. Le résultat, c'est les modèles donc c'est la réduction de variance, ou c'est la variance résiduelle plutôt. On voit que les modèles de noyau externe qui sont ces modèles-là, donc avec pas mal d'hétérogénéité dans le noyau externe, arrivent à réduire la variance énormément et il faut de la structure vraiment assez profondément dans le noyau externe pour les expliquer. Les modèles d'anisotropie dans la graine font un peu mieux tout de même, et surtout quand on rajoute le mode 3S2. Donc, si on fait la compétition entre les modèles de structure dans le noyau externe et l'anisotropie dans la graine, c'est quand même la graine qui gagne, mais elle gagne uniquement à cause de ce mode 3S2. Si on enlève le mode 3S2 et son splitting énorme, on a quelque chose qui n'est pas très différent au point de vue explication du splitting. Voilà. Donc, on en est là. La structure de la graine est anisotrope, c'est quand même c'est toujours l'hypothèse qui explique le mieux les données. Il y a un certain nombre d'observations intrigantes qui restent encore à expliquer.
mais il est difficile d'admettre actuellement qu'on pourrait expliquer tout ça par la structure dans le noyau liquide. Et par contre, dans le manteau, il y a vraiment ce problème que si on explique les modes du noyau, on n'explique plus les modes du manteau. Alors passons au noyau liquide rapidement. Je ne vais pas en parler énormément, je vais simplement pour dire que dans le noyau liquide, donc, on pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, qu'il est assez homogène. On sait qu'il y a une faible stratification. Quand on regarde le profil de modèle sismique tel PREM, on le voit très bien, sauf peut-être tout près de la CMB et de l'ICB. Et donc là, on pense qu'il y a peut-être, juste au-dessus de la limite de la graine, une espèce de couche poreuse, une couche éponge qui serait due aux observations, qu'il y a des gradients de vitesse faibles dans les derniers 150 km du noyau liquide, et que cette zone, donc, c'est juste au-dessus de l'ICB, sert de guide pour les ondes diffractées autour de l'ICB qu'on observe assez loin. Donc elles sont peu atténuées. Donc c'est sans doute une couche limite diffusive due à la convection chimique. Il est possible qu'il y ait un peu de rigidité. Il est possible aussi qu'il y ait des variations hémisphériques. J'en parle pas plus parce que justement il y aura un poster sur cette question, donc je fais très rapidement. Et alors sous la CMB, il y a aussi la possibilité d'une couche peut-être de rigidité non nulle, juste au-dessous de la CMB. C'est très difficile à étudier parce que les ondes PKP plongent, qui seraient les mieux placées pour regarder ça, plongent assez profond dans le noyau et n'échantillonnent pas juste au-dessous de la CMB. Et par contre, les ondes SMKS, elles sont affectées par la structure du manteau. Et il y a quelques études qui indiquent qu'il peut y avoir de l'hétérogénéité, mais d'autres, comme celle des ondes P qui sont réfléchies par l'intérieur sur la limite CNB, n'exigent pas d'hétérogénéité, et on en vient à penser que s'il y a une couche hétérogène, elle doit être très fine. Ensuite, les variations latérales dans le noyau liquide sont peu probables, parce que, en particulier, dû au fait que la viscosité est très proche de celle de l'eau, et donc toute hétérogénéité en densité serait immédiatement dissoute, dispersée. Reste quand même la question qui me fascine toujours, c'est celle de ce cylindre tangent avec les circulations assez séparées entre l'intérieur et l'extérieur favorisées par la rotation de la Terre. Donc voilà, ça je passe. Ça, c'est simplement pour illustrer la possibilité c'est donc des profils de modèles juste au-dessus et au-dessous de la CMB. On voit des différences entre les modèles assez importantes. Une partie des difficultés est due au fait qu'à chaque fois qu'on a une transition comme ça rapide, il y a des effets qui dépendent de la fréquence et qui sont difficiles à prendre en compte. Par contre, ça c'est une étude que je mentionne rapidement qui propose l'existence d'une couche fine de 12 km de vitesse plus rapide que celle du modèle de référence PREM et qui améliore la réduction de variance dans l'étude des SKKS et S3 fois KS, S4 fois KS quand on fait l'étude des formes d'ondes. Voilà, donc on va laisser ça de côté. Et donc je vais maintenant passer. Donc on a toutes ces contraintes sur la structure du noyau et de la graine à partir des données sismologiques. Ça fait énormément d'informations, pas toujours facile à interpréter de manière cohérente. Mais il y a donc, pour comprendre du point de vue physique et chimique ce qui se passe, il faut confronter ça à ce qu'on sait de la minéralogie du noyau. Donc, je vais commencer à en parler aujourd'hui. La minéralogie du noyau, qu'est-ce qu'on en sait et comment peut-on l'utiliser pour essayer à la fois
d'expliquer les observations sismologiques, mais aussi de comprendre la structure, la physique et la dynamique du noyau et son évolution au cours du temps. Alors, les grandes questions qui se posent du point de vue minéralogique depuis longtemps et qui sont encore débattues, c'est d'abord quelles sont les propriétés du fer pur. Une question très importante, c'est quel est le point de fusion du fer aux conditions de pression et de température du noyau. Si on le connaît, ça va nous donner une limite supérieure pour la température de l'ICB. Limite supérieure parce que on sait que le noyau est formé de fer principalement, mais qu'il y a des éléments légers jusqu'à de l'ordre de 10% dans le noyau externe et probablement moins, de l'ordre de 3% dans la graine. Donc la graine croît, cristallise en expulsant des éléments légers, ce qui donne lieu à une convection chimique qui, en plus de la convection thermique dans le noyau, donc favorise la maintenance du champ magnétique, donc une question importante. Alors je noterai que pour ce point de fusion, jusqu'en 1980, il y avait une incertitude de l'ordre de 5000 degrés, la pression de la limite de l'ICB, parce que tout était basé sur des extraporations depuis les pressions faibles, de pressions de l'ordre de 20 gigapascales, donc on était très loin du compte. Et des extrapolations différentes donc donnaient des résultats différents. On fait mieux maintenant, mais on a encore des divergences entre divers groupes et suivant les méthodes d'investigation, mais on est maintenant quand même à moins de 1000 degrés, plutôt de l'ordre peut-être de 500 degrés sur le point de fusion du fer. Donc l'autre question importante, c'est quelle est la structure cristalline du fer à haute pression et température correspondant aux conditions du noyau. On veut connaître la structure cristalline, en particulier parce que on veut connaître les propriétés élastiques et l'anisotropie, la rhéologie, toutes ces informations pouvant ensuite être confrontées aux observations sismiques. Une autre question très importante, c'est quelle est la nature, quels sont les éléments légers qui sont présents dans le noyau liquide, et quels sont les éléments légers qui restent dans la graine. Et bien sûr, c'est une question importante parce qu'ils vont avoir une influence sur le point de fusion et donc sur la température à l'ICB, mais aussi sur les propriétés élastiques et l'anisotropie dans la graine. Et puis il y a une question importante quand même aussi, c'est celle des effets du nickel. On ne parle pas beaucoup du nickel parce que le noyau est composé d'un alliage de fer et de nickel avec de l'ordre peut-être de 8, plus ou moins 2% de nickel dedans. Les propriétés du nickel, on peut penser, n'influencent pas énormément celles de l'alliage, mais en fait, certaines études montrent, et ça revient à la surface de nos jours, que les effets du nickel pourraient être très importants, en particulier pour ce qui est des propriétés élastiques, des vitesses, en particulier la vitesse de cisaillement dans la graine. Alors, donc on commence toujours par évoquer cet article classique de Francis Burge, 1952, Elasticity and Constitution of the Earth's Interior, qui est vraiment le point de départ de la géophysique, de la physique de l'intérieur de la Terre moderne, où il avait, pour la première fois de manière vraiment rigoureuse, confronté les modèles sismiques de l'époque, les modèles de Jeffreys et Bullen, et les informations qui existaient à l'époque sur la physique des matériaux, et il en avait déduit de manière
rigoureuse un certain nombre de choses. Enfin, cet article, il est formidable parce que ça concerne tout le manteau, en particulier toute l'explication des sauts de vitesse, des très forts gradients de vitesse dans ce qu'on appelle la zone de transition du manteau supérieur, entre 400 et 700 km de profondeur, qui ont été attribués à des transitions de phase. Mais pour ce qui est du noyau, il a donc pu être établi que celui-ci était constitué principalement de fer avec une petite fraction d'éléments légers. Et à l'époque, c'était le carbone et le silicium qui étaient favorisés. Tout ça, ça a été confirmé par ces travaux ultérieurs, que la densité du noyau externe est inférieure de 10% environ à celle du fer pur aux pressions et températures du noyau, et que le paramètre sismique, donc ce fameux paramètre qui est ce qu'on compare le plus directement, qui permet de comparer le plus directement les données sismiques aux données de physique des matériaux, parce qu'on s'affranchit du module de cisaillement, et que ce paramètre est plus élevé que celui du fer. Et donc il propose que, comme élément léger, en particulier l'oxygène SI et le soufre. Donc, alors ça, c'est déjà un peu plus tard, c'est tiré d'un article de revue de Jean-Paul Poirier. Montre les données de densité du fer en fonction de la pression comparées aux données sismiques, donc à partir du modèle PREM. Et donc, on voit que le fer HCP, même ramené à des températures élevées, parce que les mesures étaient principalement faites donc sous compression, mais à faible température, même ramenées à forte température, sont trop élevées par rapport pour expliquer les données sismiques. Alors pour ce qui est des éléments légers, on y reviendra, mais cette figure de Jean-Paul Poirier est célèbre et très, très utilisée. C'est le nombre, c'est en fonction des années jusqu'à l'époque où il a écrit son article de revue, le nombre d'articles qui ont proposé différents éléments légers dans le noyau, donc carbone, hydrogène, silicium, oxygène et soufre sont les éléments principaux. Et donc, en fonction du temps, ça ne convergeait pas énormément. Donc, on verra ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc, la première chose à regarder, c'est peut-être la structure du fer. Donc, les phases du fer sont bien connues, ont bien connu depuis longtemps, jusqu'à des températures ambiantes ou pas très élevées, et jusqu'à des pressions de 50 gigapascales. On connaît trois phases avec des structures cristallines différentes, BCC, FCC et HCP. Donc, la phase BCC serait stable à pression et température ambiante. La phase FCC quand on va à haute pression, mais qu'on reste à basse température. Et la phase HCP à haute température et basse pression, mais donc dans un domaine assez réduit de température et de pression qui ne sont pas celles du noyau. Alors, pour simplement illustrer la différence entre ces structures, BCC, c'est Body Centered Cubic, donc c'est une structure cubique avec un atome au centre du cube. Et par contre, la structure FCC, c'est Face-Centered Cubic, donc cubique à face centrée, avec des atomes sur toutes les phases. Donc, on voit comment les atomes s'organisent dans ces structures. Si on compare la structure FCC, donc cubique à face centrée, avec la structure HCP, qui est Hexagonal Closed Pack. Donc, la différence, c'est que c'est une structure hexagonale, mais c'est aussi à face centrée, et cette structure-là est la plus compacte. On peut comprendre pourquoi c'est une phase de haute pression.
Bon, je passe. Quelles sont les approches expérimentales et théoriques qui nous permettent d'arriver aux pressions et températures du noyau? Il y en a 3. Les mesures dynamiques par onde de choc et Hugoniot, je vais expliquer un peu ce que c'est. Et donc ces mesures qui ont été les premières mesures à arriver à des températures et des pressions, disons, rapprochant celles du noyau et de la graine. Des mesures statiques, donc des mesures en laboratoire, dans l'enclume de diamant, donc, qui sont qui sont récemment associées, relativement récemment, associées aux analyses par radiation synchrotron, donc en particulier qui permettent de faire différentes mesures, diffraction des ondes X pour ce qui nous intéresse ici. La troisième façon, c'est les calculs théoriques ab initio, donc les calculs numériques qui se sont énormément développés dans les 10 dernières années. Chacune de ces techniques a ses avantages et ses inconvénients. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe quand on fait des expériences par onde de choc? Donc, on a de la poudre à canon qui chauffe des gaz. Il y a soit... Alors ça, c'est un schéma qui vient de Livermore, donc le laboratoire national américain en Californie. Ils ont deux situations expérimentales avec des gaz chauffés qui font d'abord mobilisent un piston qui lui-même comprime du gaz hydrogène et qui lui envoie un projectile donc, sur l'échantillon qu'on veut étudier. Mais il y a aussi la possibilité de simplement envoyer directement les gaz sur le piston et sur le projectile. Donc ils ont, à Livermore, ils ont 2 canons de 20 mètres et ils ont un canon de 20 mètres et 2 de 6 mètres. Donc vous voyez, c'est assez lourd et c'est assez impressionnant et quelque peu dangereux. Et donc, alors il y a un certain nombre de techniques associées. Il faut noter que la mesure précise, on mesure bien la pression, on mesure un certain nombre d'autres paramètres. La mesure précise de la température de cet échantillon, donc il y a une onde de choc qui se propage et c'est cette onde de choc qui sert à faire les mesures. Mais la température reste difficile parce qu'on suppose que les conditions d'équilibre sont atteintes et il y a un peu de discussion sur cette question. Et aussi, on suppose que les contraintes qu'on mesure sont hydrostatiques et ça n'est pas vérifié, sauf c'est vérifié à basse pression parce qu'on a pu comparer avec les expériences faites en laboratoire et où ça a été vérifié que c'est bien le cas. Alors, ces expériences d'ondes de choc, elles servent à déterminer l'équation d'état aux hautes pressions et températures, c'est-à-dire les variations en fonction de la température et de la pression de la densité. Donc, le principe, c'est qu'on envoie un projectile à vitesse constante, UP, sur un échantillon dont on connaît les conditions initiales, ρ0, donc la densité, température et pression. L'impact engendre une onde de choc qui, elle, se propage à une vitesse US supérieure à la vitesse du projectile. Et donc, on va voir qu'en mesurant ces deux vitesses, on arrive à avoir des informations importantes. La compression qui est due au choc porte l'échantillon à des conditions de température et pression plus élevées et le long de ce qu'on appelle la courbe Hugoniot, qui est une courbe caractéristique du matériau. Donc, en fait, on a les relations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a une relation entre la pression et les vitesses, et aussi la densité et les vitesses.
Donc on peut, en mesurant les vitesses, obtenir des informations sur la pression et la densité, mais le long de cette courbe Hugoniot, qui n'est ni une courbe adiabatique ni une courbe isotherme. Donc après, il faut faire des corrections pour amener ça à des conditions pour pouvoir comparer avec la réalité et aussi les autres expériences. L'énergie interne dans l'état final vérifie une loi de conservation qui est justement l'équation du Hugoniot. On peut mesurer d'autres quantités, la conductivité électrique, la conductivité thermique et la vitesse du son dans les échantillons, et ainsi que leurs propriétés optiques. Pour la mesure de température, il y a une relation le long de Hugoniot, mais qui est liée, auxquelles sont attachées des incertitudes. Les incertitudes sur le paramètre gamma, ici le paramètre de Grüneisen, et sur la capacité thermique CV. Maintenant, on mesure la température de manière différente. On essaie de mesurer par pyrométrie optique en mesurant la radiance de l'échantillon, qui est comparé à une calibration, et on en déduit la température. Mais il y a des problèmes avec ça, c'est un domaine de recherche au point de vue technique, parce que les mesures sont faites à travers une fenêtre qui est faite d'un matériau résistant, mais qui permet le passage de la lumière jusqu'au détecteur de fibre optique. Mais la présence même de la fenêtre à haute température et pression change l'état final de l'échantillon, donc ça pose un problème. Actuellement, on cherche des matériaux qui pourraient convenir, fluoride de lithium ou saphir. Voilà. Les expériences des ondes de choc, par ondes de choc, des premières expériences qui ont apporté des informations importantes datent de la fin des années 80. Je citerai le travail de Jean Loz, qui a obtenu des mesures par ondes de choc dans le laboratoire de Caltech de Tom Arens. Il a obtenu des informations sur le paramètre de Grüneisen, le module de compressibilité adiabatique KS et le coefficient d'expansion thermique jusqu'à 50 gigapascal le long du Hugoniot, ce qui était considérable à l'époque. Et il a donc corrigé les mesures pour extrapoler aux conditions du noyau et obtenu une vérification que la densité du noyau était de 10% moins dense par rapport au fer pur, et le coefficient de compressibilité de 12% plus faible. Il y a un certain nombre d'autres conclusions, en particulier que la densité et le module de compressibilité adiabatique dans la graine sont compatibles avec ceux du fer. Ils en ont conclu que la limite de la graine, l'ICB, est une transition de phase, à la fois une transition de phase et une limite chimique. Ce sont extraits de cet article. Les relations de densité en fonction de la pression. Donc ici le modèle sismique, ici les mesures extrapolées bien sûr, puisqu'ils n'ont été que jusqu'à 150 GPa, le paramètre K, la compressibilité, et aussi ils avaient fait un petit calcul pour voir quelles étaient les contraintes quelles étaient ce que devait vérifier au point de vue densité et coefficient de compressibilité les éléments légers dans le noyau externe pour satisfaire les données sismiques. Suivant la proportion de masse, il y a une petite équation qui permet de relier la densité en fonction de la fraction de masse, et d'obtenir ces courbes. C'était les premiers calculs qui étaient possibles grâce au fait qu'ils avaient pu faire des mesures à une pression qui se rapproche de celle de
de la graine, ou du noyau en tout cas. Donc ensuite, il y a eu aussi, donc, par onde de choc, les travaux de Brown et McQueen, donc un premier travail en 1980, ensuite confirmé par un autre en 1986, qui est un travail qui est jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, cité en référence. En fait, ce qui les intéressait, c'était la température de fusion du fer. On en parlera la prochaine fois plus en détail. Donc, ils ont mesuré la vitesse du son dans un échantillon choqué jusqu'à 265 gigapascal, donc voilà, 2 fois plus, pratiquement, pas tout à fait 2 fois plus, mais presque 2 fois plus que Jean Lose à l'époque. Donc ils ont observé la fusion en regardant la vitesse d'une onde qui se propage dans l'échantillon, qui est une onde acoustique qui est provoquée par l'onde de choc et qu'ils peuvent mesurer. Et ils comparent la vitesse mesurée de cette onde à la vitesse calculée, prédite, correspondant au paramètre sismique, et donc quand elles se rapprochent, ils disent qu'ils sont très proches, qu'ils ont atteint la fusion. Donc c'est la façon dont parce que quand la vitesse des ondes P donc, devient la vitesse Vφ quand la rigidité devient nulle. On perd l'effet de la rigidité. Alors, ce qui était intéressant dans leur étude, qui demeure jusqu'à aujourd'hui comme une question, disons, qui revient tout le temps dans les articles, c'est qu'ils observent 2 discontinuités en vitesse, et ils attribuent la première, à l'époque, à la transition de phase du fer epsilon, c'est-à-dire le fer HCP, à un fer gamma, donc qui aurait une structure FCC. Mais ensuite, je vous en parlerai plus, ça n'est sans doute pas cette structure-là. Et la seconde à la fusion du fer en structure epsilon. Donc la transition de phase qu'ils observent, qu'ils interprètent, cette discontinuité en vitesse qu'ils observent, ils l'attribuent à la transition de phase et elle est à 200 gigapascal et 4400 Kelvin. Et ils ont aussi, le long de Lugoniot, la pression qui correspond à ce qu'ils pensent être la fusion à entre 240 et 260 gigapascal. Alors c'est bien le long de Lugoniot, ça n'est pas aux conditions du noyau. Donc ils en déduisent la température de fusion du fer à cette pression, 5500 à 6000 K, dans cet article-là. Donc ça, c'est leur diagramme. Donc en fonction de la température et de la pression, on voit les phases du fer bien déterminées à basse pression et basse température. Donc ils ont, le long du Lugoniot, ils ont observé ces 2 transitions. Et donc ils ont fait un petit raisonnement. Si la première était la fusion, alors on ne saurait pas comment expliquer la deuxième. Par contre, si la première est une transition de phase, de l'epsilon à une autre phase, ce serait une phase d'encore plus haute pression, on pourrait expliquer la deuxième par la fusion. Et donc ces résultats ont été précisés quelques années plus tard par les mêmes auteurs, toujours à partir des ondes de choc, mais cette fois-ci, ils ont pu aller jusqu'à 400 gigapascal. Excusez cette erreur de notation. Ils ont de nouveau confirmé qu'ils voyaient une discontinuité de la vitesse du son à 200 plus ou moins 2 gigapascal et que ce serait la transition epsilon à gamma, mais en fait, on pense maintenant que s'il y a une transition, ce serait plutôt la HCP, epsilon à BCC. Et une deuxième discontinuité à 243 plus ou moins 2 gigapascal qui correspondrait à la fusion du fer. Et quand on extrapole aux conditions du noyau, on obtient 5800 plus ou moins 500 Kelvin pour la température de fusion à l'ICB. Mais ce serait donc pour le fer pur, parce qu'il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est leur courbe. Donc ça, ils mesurent la vitesse du son dans l'échantillon choqué en fonction de la pression et ils voient cette vitesse qui diminue une fois et augmente et diminue une deuxième fois
Et donc, ils pensent que là, ils ont atteint la fusion, et donc la courbe de fusion du fer. Ils en déduisent aussi une estimation du coefficient de Poisson aux conditions de la graine, qui est une question importante, bien sûr, puisque on sait que la graine est solide, mais la sismologie nous donne un coefficient du Poisson très élevé. Le coefficient de Poisson pour un liquide est de 0,5 et le coefficient dans la graine donné par les modèles sismiques est très élevé, de l'ordre de 0,4. Pour les matériaux du manteau, les coefficients du Poisson sont bien nettement moins élevés. Donc voilà, et donc je vais arrêter là, sauf simplement introduire que les expériences en utilisant les enclumes de diamant sont arrivées un peu plus tard, et donc celle-ci, c'est donc des expériences de laboratoire. On comprime un échantillon qui est qui est entouré d'un gaz qui donne la pression, le milieu de pression, je ne sais pas comment on dit en français, donc on peut mesurer on peut chauffer l'échantillon, ce qui est aussi une source de controverse, parce que justement, quand on chauffe en général en utilisant un faisceau laser, et ça crée des variations des gradients de température importants dans l'échantillon. Donc c'est aussi difficile de vraiment contraindre la température. Il y a des méthodes qui utilisent des méthodes de chauffage interne actuellement. Et la grande innovation de la dernière décennie, non, peut-être plus quand même, mais disons, ça a été de pouvoir mettre les cellules de diamant sur les faisceaux de synchrotrons, et donc en particulier d'analyser les échantillons in situ à haute pression et température du point de vue de diverses propriétés, en particulier les propriétés de diffraction, et donc pour connaître leur structure cristallographique. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci.